Bonjour. Donc, ce matin, j'ai envie, en fait, ma collègue et moi, donc nous sommes là pour vous parler de rémunération des stages dans le secteur public. 25 octobre 2023, j'ai déposé une motion à l'Assemblée nationale qui a été accueillie donc à l'unanimité des parlementaires pour la rémunération des stages dans le secteur public. Mars 2024, donc il y a une autre motion que j'ai déposée qui a encore été acceptée donc à l'unanimité. En avril 2024, encore une fois, motion, j'ai forcé le débat à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une motion du mercredi pour que le gouvernement se commette sur la rémunération des stages dans le secteur public. Depuis, ce qu'on entend de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, c'est que ce dossier-là, oui, OK, on trouve que c'est important. D'ailleurs, en avril 2023, donc elle-même nous avait dit, et je cite, quand les jeunes arrivent en fin de parcours à des stages 4 qu'on appelle et travaillent dans le réseau 30 à 40 heures semaine, ils méritent d'avoir une rémunération. D'accord, elle nous a dit ça il y a 1 an et demi, mais ce que les jeunes, ils attendent, ce sont des résultats. Jeudi dernier, j'avais l'occasion d'être à un événement de Force Jeunesse. Il y avait plusieurs jeunes qui étaient présents, des membres d'associations étudiantes, qui nous disent à quel point ils ont hâte que ce dossier soit réglé. Ils veulent que ce dossier soit en haut de la pile, pas en dessous de la pile. On a toujours dit au Parti libéral du Québec, pour nous, c'est important, le retour à l'équilibre budgétaire, mais je réitère que ne pas rémunérer des gens qui travaillent pour l'État, ce n'est pas un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ce que l'on souhaite voir aujourd'hui, c'est que le gouvernement passe à l'action, arrête de nous dire que c'est une bonne idée, puis se commette très rapidement sur la rémunération des stages dans le secteur public. Et vous? Si vous me permettez, juste rapidement, comme porte-parole en enseignement supérieur, bon, je seconde évidemment les propos de Madoua. Et moi, pour citer une rectrice avec laquelle j'avais une conversation hier, il est temps qu'on change la rhétorique, il est temps qu'on raconte une histoire positive par rapport à ces professions, par rapport à ceux et celles, c'est beaucoup de femmes qui choisissent le service public. Donc, il est temps qu'on raconte une histoire positive pour assurer qu'il y a une relève, pour assurer de valoriser la profession. Et la question, donc, de l'égalité des sexes est très importante dans ce dossier-là. Merci. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça en ce moment, dans le contexte économique? Bien, écoutez, les chiffres, donc nous, on avait regardé donc, comment chiffrer la rémunération des stages dans le secteur public. En ce moment, il y a à peu près 120 000 personnes qui sont en stage, donc que ce soit donc des stages donc collégiaux universitaires au premier cycle ou au cycle supérieur. Il y a une minorité de ces stages-là qui sont rémunérés. Donc, l'évaluation indépendante qui a été faite, donc il y en a une donc, de 400 à 500 millions. On comprend que ce sont des coûts qui sont importants. C'est pour ça ce qu'on dit, c'est que, bon, en ce moment, donc dans le cadre d'un déficit, on ne peut pas se dire, OK, bien, le retour à l'équilibre budgétaire, il va se faire sur le dos des étudiants. Puis ce sont des gens qui offrent une prestation de travail. Je ne pense pas qu'on accepterait, en fait, je ne pense pas qu'on accepterait que des gens fassent une prestation de travail puis ne soient pas rémunérés. On ne parle pas ici des gens qui font des stages d'observation, qui prennent un petit calepin, puis qui prennent des notes, puis qui après ça retournent chez eux. On parle des gens qui permettent à l'État de remplir ses missions essentielles. Vous avez entendu ma collègue Michel. En ce moment, ce sont particulièrement des femmes qui ont à compléter des stages qui ne sont pas rémunérés. Moi, je suis avocate. Moi, je peux vous le garantir, tous les stages qui nous étaient offerts étaient des stages rémunérés. En génie, c'est la même chose. Tous ces stages-là, ceux qui sont offerts donc, aux étudiants, ce sont des stages qui sont rémunérés. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi dans les domaines qui sont à prédominance féminine, on est toujours en train de débattre de la question à savoir, est-ce qu'on a les moyens de payer des femmes qui travaillent pour l'État? Pour moi, la réponse à ça, c'est toujours oui. Pouvez-vous nous parler de l'état de la francophonie en Georgie? Oui, je peux donc faire référence donc à l'article de ce matin. Donc l'an dernier, donc on a eu l'occasion de participer donc à une mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. D'abord, donc il faut savoir que ce sont les États membres qui choisissent en fait qui lèvent la main donc pour être hôte. Donc par exemple cette année pour la 49e session plénière, c'est le Canada qui a décidé d'accueillir. Donc la session se déroulait à Montréal cette année. L'an dernier, la Géorgie a décidé d'accueillir l'ensemble des parlementaires des différentes sections à travers le monde parce qu'elle est passée d'un statut d'observateur, donc la Géorgie est observatrice de l'APF depuis 2001, au statut de membre associé. Donc en 2023, donc, elle est devenue membre associé de l'APF, d'où sa décision, donc en clôture donc, de la session plénière, d'où sa décision donc, d'accueillir les différents parlementaires afin donc d'échanger donc, sur le plan diplomatique. Il faut aussi savoir que la présidente
présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, elle est française. Donc, elle est née en France de parents géorgiens. Elle a été diplomate française. Et à ce titre, donc, elle a décidé donc, de poursuivre sa carrière politique donc, dans son pays d'origine. Et c'est sous cette impulsion-là qu'il y a eu cette volonté d'un rapprochement stratégique. Alors que vous êtes 0,04 francophones en Géorgie. Alors que vous êtes le parti de la rigueur budgétaire. Bien, écoutez... Ouais. Un événement de l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Parti de la rigueur budgétaire, 0,4 de la population francophone. La présidente est française, ça nécessitait une dépense de 100 000 Bien, vous venez de le dire, c'est un événement de l'Assemblée nationale du Québec. L'Assemblée nationale du Québec... Bien sûr que je suis fière que les parlementaires québécois soient allés à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous avez vu donc le travail qui a été effectué dans le cadre de cette Assemblée plénière-là. Moi, je peux vous le dire, bon, il y a plusieurs sessions, plusieurs sections qui sont représentées. Le Québec fait la différence dans ces échanges-là. Le monde avec la diplomatie parlementaire. Bien, écoutez, le Québec fait la différence dans ces échanges. Moi, je peux vous dire, par exemple, en matière... Diplomatie parlementaire. Oui, bien sûr, diplomatie parlementaire. Qu'est-ce que ça a changé dans le monde aujourd'hui? Oui. La guerre en Israël, présentement, par exemple. Bien, c'est pas le rôle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, où on le dit, c'est pas on n'est pas une instance de l'ONU en particulier, parce que là, ce que vous posez comme question, ce sera à l'ONU de répondre à cette question-là. À l'APF, nous, on s'assure de voir comment est-ce que la francophonie peut fleurir dans différents espaces. On le sait en ce moment, donc il y a le sommet de la francophonie qui a lieu. Par exemple, donc lors de cette session plénière donc de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, moi, donc j'ai été, je suis rapporteur donc de la section de la région Amérique à l'APF. Donc moi, ça m'a donné donc l'opportunité de pouvoir présenter une volonté donc de déposer un rapport sur la mobilité des jeunes dans l'espace francophone. Au cours de la dernière année, j'ai mené des sessions, des auditions avec différents experts, des gens au Québec, c'est certain, mais des gens également en France, en Afrique, afin donc de pouvoir travailler sur un projet d'avis. Le projet d'avis, j'ai eu l'occasion de le présenter au Réseau des jeunes parlementaires cette année à Montréal, puis par la suite en session plénière, donc devant l'ensemble des parlementaires qui étaient réunis. Ils doivent se déplacer vers la Géorgie, c'est ça que vous dites, pour aller en fait, partout en francophonie, parce que c'était ça l'objet du rapport, justement, sur la mobilité. Bien, en fait, c'est intéressant que vous en parliez parce que dans mon rapport, moi, je me suis assurée que la vision du Québec puis la vision des Canadiens hors Québec, des francophones hors Québec, soit représentée parce que souvent, quand on parle de francophonie dans l'espace francophone, c'est beaucoup la vision France-Afrique qui est représentée. Souvent, le Québec est un peu éludé de ces débats-là. Donc, dans le projet d'avis, puis je le disais, donc, qui a été présenté à Montréal, bien, cet avis-là, une fois parce qu'il a été adopté dans cette session plénière, bien, il va être présenté par le nouveau président de l'APF au sommet de la francophonie, je pense, ce vendredi, si je ne m'abuse. Donc, ce travail-là, qui a été mené par des parlementaires de l'APF, bien, il va être présenté au sommet devant les chefs d'État de gouvernement de l'ensemble de la francophonie dans le cadre donc, de ce sommet de l'OIF. Donc, ce travail qui se fait donc, de façon complémentaire. Puis, je suis vraiment fière que la vision du Québec qui soit représentée parce que, comme je le disais, par exemple, bien, le fait qu'on puisse mettre en exergue la vision ou les réalités des francophones hors Québec, bien, ça permet de nous assurer que lorsqu'on présente des projets de mobilité, lorsqu'ils sont votés, moi, je me suis dit, ça peut pas juste être des gens, des ressortissants d'États qui sont à majorité francophone, qui en font partie. Ce sont aussi... Des gens hors Québec? Vous êtes députée québécoise? Bien sûr, je suis députée québécoise, mais je suis représentante de l'APF. Je l'ai dit, je suis rapporteur de la section Amérique. Donc, moi, je suis députée québécoise à l'APF. Qui paye des impôts, là, qui voit que cette année, il y a eu 700 000 en voyage, 36 voyages des parlementaires, principalement pour l'Association des parlementaires de la francophonie. Il n'y a jamais de point de presse, il n'y a jamais rien qui est présenté à la population. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que ça rapporte à ces gens-là qui payent des impôts? Bien, d'abord, tout est public. Toutes les informations que vous êtes allés chercher. L'Internet de l'Assemblée nationale, c'est caché quelque part. Il faut être vraiment très bon pour le trouver. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, qui voit ça ce matin, 36 voyages à l'étranger. C'est jamais annoncé quand vous partez. On ne sait jamais c'est qui part et ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bien, d'abord, je le répète, c'est pas caché. Donc, quand nous, on revient de nos missions, donc il y a un rapport de mission qui doit être fait, qui doit être complété de façon imminente. Moi, je sais que pour la mission à laquelle j'ai participé, tout a été fait dans les règles de l'art. L'Assemblée nationale n'est pas obligée de respecter les règles du Conseil du Trésor, mais décide de le faire pour s'assurer de s'arrimer à ce qui se fait au niveau du Conseil du Trésor. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'ai parlé donc de la mission à laquelle moi j'ai participé. Moi, j'ai pleinement confiance aux conseillères qui sont ici, qui travaillent à l'Assemblée nationale, à la DRIP, la Direction des relations internationales et des affaires interparlementaires, qui s'assurent de travailler avec grande rigueur et transparence lorsque ces missions-là sont préparées. D'ailleurs, vous le dites,
ben, vous le dites, par exemple, donc pour cette mission-ci, ben, vous avez bien vu, donc c'était diffusé donc, sur ma page Facebook dès l'an dernier, donc il n'y a eu aucune cachette. Puis manifestement, moi, j'ai mené des entrevues quand je suis revenue de ma mission pour parler de ce qui s'était fait en Géorgie, pour parler de mon rapport sur la mobilité des jeunes dans l'espace francophone qui va être déposé au sommet de la francophonie ce vendredi, puis pour parler du rôle du Québec, que le Québec doit continuer à jouer à l'international, puis surtout en francophonie. Moi, je suis une passionnée de francophonie économique, puis d'avoir ces espaces-là pour nous assurer que les parlementaires, puis que l'ensemble des formations politiques, qu'il y a des idées, des idéologies, donc soient représentées dans ces espaces de concertation-là. Je trouve que c'est important. Puis d'ailleurs, c'est pas comme si on avait inventé l'APF. C'était la 48e session là, que vous avez vue l'an dernier. Donc cette année, donc en 2025, ça va être la 50e. Donc ça fait 50 ans que ça existe comme instance. Okay, mais admettons qu'on reconnaît ça. Est-ce que c'était nécessaire d'envoyer 6 élus seulement pour cette rencontre-là? C'est quand même... La manière dont l'APF fonctionne, je ne peux pas parler pour les autres missions qui sont bilatérales, mais l'APF, donc, c'est une instance de démocratie, de diplomatie interparlementaire qui est multilatérale. Donc, ça fait en sorte que, de la même manière qu'ici, donc, on a des commissions parlementaires, il y a des commissions parlementaires à l'APF. Donc, il y a une commission de l'éducation, ben voilà. Donc, c'est nécessaire, à vos yeux, d'envoyer 6 personnes? Bien, les commissions, elles siègent en même temps. Donc, à un moment donné, si on veut être représenté sur chacune de ces commissions-là, bien, il faut que les parlementaires soient là. Il faut aussi qu'on soit brefé, là, veut pas. Bien, la dépense, en fait, ce qui a été donc décidé donc, par l'Assemblée nationale ici. Je ne vous demande pas l'Assemblée, je vous demande vous. Est-ce que c'est une dépense justifiée? Bien, moi, je suis fière que l'Assemblée nationale, moi, je suis fière que les députés québécois aient participé à l'APF. Puis encore une fois, bien, ça fait en sorte que notre vision québécoise sera représentée justement au sommet de la francophonie ce vendredi. Vous ne voulez pas vous commettre à assumer le fait qu'on a bien fait d'investir cet argent-là là? Bien, moi, je pense que toutes ces missions, ou du moins celles auxquelles j'ai participé, puis j'ai dit, moi, j'ai pleinement confiance à la rigueur puis au sens de l'analyse de nos conseillères à la DRIP. Moi, je vois le travail qui est fait. Là. Par exemple, je vous le dis, donc avant d'envoyer des gens en mission, d'abord, on en refuse plusieurs parce qu'il y a toutes sortes de demandes qui sont faites. Donc, il y a plusieurs missions qui sont d'abord refusées d'emblée parce que d'abord, il y a un avis de pertinence qui doit être émis, qui doit être rédigé. Donc, il y a un travail qui est fait. Quand tu me dis, OK, cette mission-là, c'est important, il y a un avis de pertinence qui est rédigé par la DRIP. Une fois que l'avis de pertinence est rédigé pour dire, ben oui, il faut qu'on y participe, puis il faut qu'on envoie donc un certain nombre d'élus. Par la suite, donc, il y a une demande de désignation qui est faite. Donc, c'est pas nous qui levons la main. Là. Moi, je sais qu'il y a des missions parfois qui nous sont faites, puis on les refuse parce que selon, on croit que, bon, c'est pour cette mission-ci, bien, peut-être que ce soit plus approprié que ce soit une autre personne ou c'est moins crucial pour le Québec. Mais moi, ce que je peux vous assurer, c'est que le travail est fait de façon rigoureuse par des conseillères à la DRIP ici qui font ce travail depuis plusieurs années puis qui non seulement s'assurent de préparer ces missions-là, mais entre les missions, continuent de jouer un rôle. Par exemple, sur le projet d'avis qui va être déposé au sommet de la francophonie cette année, bien, non seulement il y a une partie du travail de rédaction qui a été faite par le secrétariat général de l'APF, donc par les employés à Paris, mais il y a une bonne partie donc, du travail qui a été fait par notre service de recherche ici à l'Assemblée pour, encore une fois, s'assurer que notre vision soit représentée. Donc, le travail, il n'est pas juste en mission, il est aussi entre les missions, puis parce que sinon, ce serait pas pertinent d'aller là puis de revenir puis de ne pas donner suite. Une question technique pour vous. Oui. C'est tout, quand vous partez tous les parlementaires ensemble sur le même vol? Bien, ça va dépendre des en vols. même temps? Est-ce que certains restent en vacances après et profitent de ce voyage? Oh mon Dieu, ça, je ne pourrais pas répondre pour les autres. Là. Non, pour moi, non. Ça, c'est certain. Nous, on arrive soit la journée même ou la journée précédente, là, dépendamment. Sur le même vol. Ben non, parce que ça, ce serait un peu... on ne part pas tous de Montréal. Moi, je suis partie de Montréal. Il y a des gens qui partent de Québec. Donc, c'est sûr que logistiquement... Donc, ceux qui sont dans l'Est du Québec, je ne pourrais pas vous dire ça. La prochaine mission au Manitoba, en Saskatchewan, pour aider les minorités francophones, c'est quand? Pardon? Bien, les minorités francophones au pays ont des difficultés, entre autres pour les dernières écoles, les soins de santé. C'est quand vous allez aller faire un état de situation là-bas au pays? Parce qu'il y en a des problèmes avec la francophonie au pays. Bien, écoutez, je vous ai parlé de la situation des francophones hors Québec. Moi, dans le cadre du travail que j'ai fait pour la rédaction de l'avis sur la mobilité des jeunes dans l'espace francophone, j'ai eu l'occasion de parler avec le directeur général du Centre de la francophonie des Amériques qui nous a exposé cette vision-là. Écoutez, je ne suis pas... je suis deuxième vice-présidente au réseau des jeunes parlementaires, mais je ne suis pas dans les officines donc de l'APF au niveau de la section Amérique, au niveau de la région Amérique, là, pour savoir... Oui, bien sûr qu'il y a des problèmes de francophonie au Canada, là, on le sait, on n'arrête pas de le répéter à quel point c'est important.
Bien, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est pas le Québec qui choisit la destination. Pendant la pandémie, tout ça a été fait par Zoom, dans l'ensemble. On voit même, que pour la Georgie, Mme Mushikiwabo était en vidéoconférence. Ce qui a été critiqué d'ailleurs. Elle est venue à Montréal cette année en présentiel. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites par visioconférence? Bien, il y a beaucoup de choses qui sont... Vous dites que ça prend 6 personnes parce que tous les ateliers sont en même temps. Il ne peut pas y avoir des ateliers particuliers qui sont faits par Zoom qui permettent d'économiser de l'argent pour ces voyages-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon virtuelle. Je vous ai dit, moi, à ce moment-là, à la session plénière, moi, j'ai été nommée co-rapporteur, donc avec un autre député belge. On a été nommé co-rapporteur pour travailler donc sur ce projet d'avis sur la mobilité des jeunes dans l'espace francophone à présenter au sommet de la francophonie. Donc, cette mission donc, nous a mené donc, à la suivante, donc, qui était celle de Montréal. Mais dans l'intervalle, toutes les auditions qui ont été faites d'experts ont été des auditions qui étaient, donc, bien évidemment, virtuelles. Donc, je vous l'ai dit, donc, la manière dont c'est fait, donc, il y a un avis de pertinence qui est préparé par les professionnels de l'Assemblée nationale. Sur un autre sujet... Seriez-vous prête à dévoiler toutes vos factures? Parce que elles sont déjà toutes dévoilées. Non, mais lorsqu'on fait des demandes, tout ce qu'on a, c'est le compte-rendu. On n'a aucune idée de ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu, quel vol vous avez pris. Donc, est-ce que c'est des choses qui devraient être rendues publiques de la part de l'Assemblée nationale? C'était ma compréhension que c'était déjà public. OK. Bien, à ce moment-là, je pense qu'il y a une discussion qui peut être intéressante au niveau de l'Assemblée nationale. Quand est-ce qu'il doit être dévoilé? C'était ma compréhension que c'était déjà public. Comme je l'ai mentionné, nous, quand on revient dans l'immédiateté, donc on remplit un rapport de dépenses avec tout ce que vous nommez là, tout est explicité. Si on le remplit... Ah, bon, bien... Je n'avais pas cette information. Vous entendre sur le dossier de l'aide sociale, il y a un projet de loi là, dont on va commencer l'étude au cours des prochains jours. Et puis là, on apprend dans le fond que pour ajouter des services aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, etc., dans le fond, on a coupé 90, presque 100 millions, dans le fond, dans certaines prestations qui sont dédiées aux parents et aux personnes aînées. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça. Bien, c'est sûr que ça semble difficile à avaler comme décision. On comprend que le gouvernement donc, doit aller chercher ailleurs pour être capable donc, de réaliser donc, ces nouvelles ambitions. Donc, dans ce cas-ci, donc, de déposer donc, ce projet de loi, cette réforme de l'aide sociale. C'est sûr que quand on va toucher les plus vulnérables, ça ne nous semble pas tout à fait approprié, puis on comprend que les groupes le décrient également. La fin de l'émission de recrutement à l'étranger pour les infirmières, Québec, pour des raisons éthiques, va arrêter d'aller partout en Afrique, sauf en Tunisie, si ma mémoire est bonne. C'est la bonne décision, selon vous? Selon nous, c'est la bonne décision. Là, on comprend particulièrement dans le cas du Maroc. On le sait que le Québec a été fortement critiqué, que l'ambassade du Maroc a fait beaucoup donc, de représentation à cet effet. Vous savez, donc ici au Québec, on a beaucoup d'enjeux quant au recrutement puis à la rétention donc, de nos infirmières donc, dans nos services publics. C'est important qu'on puisse pallier cette pénurie de main-d'œuvre. On en parle de façon substantielle, mais c'est certain que si d'autres États, d'autres pays sont dans des situations encore plus difficiles que les nôtres, quand elles ont l'impression que toutes leurs infirmières s'en vont, pas juste au Québec, mais également vers d'autres pays d'Afrique, mais également en France. On comprend les représentations qui ont été faites de leur part. Ceci dit, nous, au Parti libéral du Québec, puis on était ici devant vous cet été avec notre collègue André Morin, pour nous dire qu'il fallait donc un bureau intégré de la planification de l'immigration. Manifestement, que le gouvernement prenne cette décision-là un peu à brûle-pourpoint, tire sur la plug à brûle-pourpoint. Ce qu'on comprend, c'est qu'encore une fois, c'est une manifestation de sa mauvaise planification. What do you think about Charles Milliard being outside the National Assembly today? What are your thoughts on that? Well, as you know, like we have a leadership race that is starting very soon. All the prospective leaders have a right to be able to make the representations that they want, and the National Assembly is a public space. Have you backed anybody in the race yet? Not yet. Are you going to be out there today? Not me. No, not today. Madame Setlacouille, c'est vous qu'on voit tantôt? Non, c'est pas moi non plus. Vous avez aucune idée c'est qui? Non. Non, je pense que... Une surprise pour tout le monde? Oui, la course, elle est en cours. Elle n'est pas officiellement débutée, mais clairement, les candidats s'activent et c'est une excellente nouvelle pour notre formation politique. Moi, je suis officier, donc étant donné mon rôle au sein du caucus, je vais demeurer neutre. Donc, ce ne sera pas moi qui va être à l'extérieur de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ce sera pas moi qui sera à l'extérieur de l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Écoutez, ma décision, elle sera connue rapidement. De mon côté, en fait, ma réflexion, donc, elle se poursuit là, quand j'aurai décidé qui j'appuie, vous le saurez. Merci. Bonne journée. Merci.